Merci pour l'invitation et donc très honoré d'intervenir. Donc, je vais vous parler donc de recherche participative dans le domaine des sciences de l'environnement, avec un certain nombre de convergences avec ce que vient de dire François Ollier. Donc, bon, c'est un exposé qui a été préparé avec la collaboration de Romain Julliard, Grégoire Loïs et puis Gwenaël Boulic-Michanol. Et donc, je fais partie aussi de l'Académie d'agriculture de France, où secrétaire de la section environnement et territoire, où nous réfléchissons beaucoup aux questions de sciences de l'environnement. Alors, mon exposé, en fait, sur les recherches participatives, il y a trois enjeux que je considérais. Tout d'abord, l'enjeu de connaissance de l'état de l'environnement et de sa dynamique. Donc ça, c'est tout à fait fondamental. Et puis derrière, il y a deux autres enjeux qui sont tout à fait fondamentaux pour les sciences de l'environnement, qui concernent le déploiement des innovations. Est-ce que les innovations vont permettre de réduire les impacts environnementaux des humains? C'est une problématique qui est au cœur des sciences de l'environnement et je viendrai ensuite sur une troisième dimension, qui est la dimension de la démocratie, allant de la connaissance à la décision, c'est-à-dire comment se décident les politiques publiques, comment elles se construisent. Et là aussi, il y a des problématiques qui, scientifiquement, sont très importantes et sur lesquelles les recherches participatives ont des choses à dire. Voilà. Le projet, c'est 65 millions d'observateurs, donc François Ollier y a fait allusion. Donc ça, c'est un projet de muséum, effectivement, dirigé par Romain Julliard, où l'idée, c'est de transformer tous les Français en observateurs. J'aime beaucoup la photo parce qu'elle montre aussi, vous voyez, qu'il faut s'ajuster aussi aux observateurs où ils sont, en fait, et pas forcément où est la biodiversité. Alors, sur la connaissance, l'état de l'environnement, donc je commencerai peut-être par une brève allusion à l'expérience du muséum dans le domaine. Donc elle est très ancienne, puisque au moment où les explorateurs français sont partis à la découverte du monde, le muséum adressait cette notice aux voyageurs, le fait de rapporter des objets. Et effectivement, les collections du muséum se sont beaucoup construites sur ces contributions volontaires des explorateurs. Alors ça, c'est un lien scientifique qui est très lâche. Il y a un lien scientifique qui est beaucoup plus étroit et beaucoup plus organisé pour les sciences de l'environnement. Ça concerne le bagage des oiseaux. Donc là, il y a un siècle d'expérience. Ça existe depuis 1911. Actuellement, nous avons de l'ordre de 500 bagueurs qui collectent de l'ordre de 300, il y a 300 000 oiseaux bagués qui sont chaque année. Et très clairement, le volume de données excède les capacités d'analyse des chercheurs. Donc de plus en plus, ce que nous organisons, en fait, c'est des stages d'analyse des données, c'est-à-dire de rendre de plus en plus autonomes, en fait, des bagueurs qui ont déjà une grande technicité sur le plan... parce que baguer des oiseaux, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait évident, mais effectivement, les rendre autonomes sur l'analyse des données, et sans doute que l'étape suivante, ça sera aussi de les orienter vers la publication d'eux-mêmes, parce que de la même manière, nous n'avons pas les moyens, effectivement, de publier l'ensemble de ce qui sort sur ces observations. Et aussi, ce qu'ils proposent d'ailleurs depuis pas mal de temps, depuis des décennies, ils proposent aussi des programmes scientifiques que nous validons effectivement avec leurs idées, avec leurs connaissances du terrain. Alors sur cette connaissance de l'état et de la dynamique de l'environnement, il y a un projet du muséum depuis au moins 2 décennies, qui est un projet scientifique très, très pensé, l'idée c'est de disposer d'un dispositif qui permette d'avoir une idée à l'échelle nationale de l'état de la biodiversité chaque année. Donc, bon, vous vous rendez compte de la difficulté de l'objectif. Très clairement, les professionnels ne peuvent pas répondre à cet objectif. Donc, nous, on a une référence. Oui, la carte à gauche, c'est la carte de Météo France. Donc, Météo France, comment ils déploient leurs stations, effectivement, pour suivre, effectivement, la météo, le climat à l'échelle nationale, en temps réel. Et donc, l'idée, c'est de faire la même chose sur la biodiversité, tout simplement, entre guillemets. Voilà. Et donc là, par exemple, vous avez le dispositif de suivi des oiseaux, le dispositif STOC, où effectivement on a grosso modo 1 millier d'ornithologues qui sont déployés, donc qui chaque année suivent les communautés d'oiseaux. Donc là, c'est avec des points d'écoute, ce qu'on appelle des points d'écoute, c'est-à-dire qu'ils écoutent et ils reconnaissent les oiseaux à la vue. C'est un dispositif donc, qui permet d'avoir beaucoup plus d'observateurs, qui permet de multiplier l'effort d'observation par rapport au bagage, de l'ordre de 4, et puis qui est beaucoup moins impactant sur les oiseaux, évidemment, parce que le bagage, il y a quand même un effet perturbateur. Alors, avec cet effort d'observation massif, depuis 2 décennies, ça donne évidemment des résultats scientifiques majeurs. Donc là, simplement un exemple, un résultat qui est sorti dans Nature Climate Change, qui mesurait en fait la manière dont les communautés d'oiseaux et de papillons sont en train de suivre le réchauffement climatique, sont en train de se déplacer vers le nord. Alors, ce déplacement vers les latitudes les plus élevées, vers le nord dans l'hémisphère nord, c'est des choses qu'ont déjà fait les chercheurs, mais les chercheurs, en fait, travaillent, ce qui est beaucoup plus facile, travaillent sur les frontières des aires de distribution. Oui, une aire de distribution, c'est distribué de manière normale. Ici, avec les données de sciences participatives, on peut suivre le déplacement du barycentre de l'aire de distribution, d'accord, ce qui n'est pas tout à fait la même chose et qui, effectivement, ne donne pas les mêmes résultats, et ce qui est attendu quand on prend, effectivement, les modèles en écologie scientifique. Oui, donc, au passage, l'information aussi, c'est qu'oiseaux et papillons
ont du mal à suivre le déplacement du gradient thermique et qu'ils font partie de la même chaîne alimentaire. Hein. Donc, en l'occurrence, les proies sont en train d'échapper à leurs prédateurs. Les papillons sont en train d'échapper. Sachez qu'il y a beaucoup de ravageurs des cultures qui sont des papillons. Hein. Donc, ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'agriculture, au passage. Voilà. Donc, potentiel adaptatif, mesure du potentiel adaptatif de la biodiversité grâce au réseau de sciences participatives. Alors, un aspect qui est très important, dont a parlé déjà François, c'est l'aspect communauté d'observateurs. Hein. Ce qui est très important, c'est l'organisation. Le public, ce n'est pas simplement un public d'individus dispersés, mais il y a des publics différents et des publics qui peuvent s'organiser collectivement, sachant que l'auto-organisation permet de gagner beaucoup en termes d'efficacité et de coût, hein, si les observateurs commencent à s'organiser collectivement. Donc là, il y a le dispositif Viginature hein, qui existe à l'échelle du MUSAP. Donc grosso modo, il y a de l'ordre de 15 observatoires. Et ces 15 observatoires, vous voyez, sont déclinés sur quatre publics. Donc d'une part, le public des naturalistes, ce dont j'ai parlé à propos des oiseaux, hein, effectivement, donc des gens qui connaissent très bien les oiseaux, qui ont une connaissance, un savoir important dont on bénéficie. Donc voilà, donc on en a sur les chiroptères, j'y reviendrai, sur les chauves-souris, hein, sur les papillons, sur les plantes. Ensuite, on a des observatoires qui sont dédiés aux professionnels, donc ça je vais y revenir, hein, par exemple ceux qui travaillent sur les jardins, maintenant jardins sans pesticides, et qui veulent mesurer l'efficacité de leur pratique, donc on leur propose effectivement des protocoles qui permettent de mesurer effectivement cette efficacité. Est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça améliore effectivement l'état de la biodiversité? Il y a le grand public, hein, donc le grand public, donc là, effectivement, on n'a pas besoin de connaissances particulières. Donc ça, vous avez par exemple le suivi des photographies des insectes pollinisateurs. Une idée étant aussi qu'éventuellement, ça puisse aller vers une montée en gamme, hein, c'est-à-dire que le grand public bascule progressivement vers un public qui devienne naturaliste, hein, ce qui permettra d'avoir des jeux de données, des dispositifs plus scientifiquement plus pointus pour nous. Et puis les scolaires. Alors les scolaires, effectivement, il y a un aspect déontologique dont a parlé François. Et là, grosso modo, pour nous aussi, c'est très important. Ça prépare le public naturaliste de demain. Donc l'aspect scolaire, il est important. Et il y a aussi un aspect aussi d'expliciter ce que c'est que l'écologie scientifique. Avec l'écologie scientifique, par exemple, c'est une discipline qui est très mathématisée. Donc là, vous voyez, les scolaires, par exemple, collectent leurs données, ensuite les analysent de manière statistique. Donc il y a une connexion qui est intéressante sur le plan scientifique. Un autre aspect qui est important, c'est que, donc effectivement, il y a des observatoires, donc ceux du MUSAM sont pilotés avec des protocoles. Les protocoles, donc il faut les suivre. Il y a un certain nombre de publics qui n'aiment pas tellement suivre les protocoles. Donc les associations naturalistes développent aussi elles-mêmes leurs propositions. Hein. Par exemple, eh bien, vous photographiez un oiseau et puis vous envoyez la donnée, la LPO, comme ça collecte l'ensemble des données. C'est ce qu'on appelle des données opportunistes versus des données standardisées. Et en fait, ce que démontrent les mathématiciens, alors l'avantage des données opportunistes, c'est que bon, elles n'ont pas de protocole. Par contre, la quantité est énorme. Elle est 100 fois plus importante que nos données protocolées. Et donc, ce que les mathématiciens permettent de démontrer, en l'occurrence, c'est que, en fait, il y a synergie entre les deux types de données. C'est-à-dire que, grosso modo, les données protocolées fournissent des références et à partir de là, on peut tirer de l'information des données opportunistes. Donc ça, c'est un très joli travail qu'on fait avec la chaire du département de mathématiques appliquées de l'école polytechnique, dans le cadre de la chaire modélisation mathématique de la biodiversité. Voilà, donc il y a vraiment des perspectives importantes dans ce. Voilà. Alors, pour résumer donc, ce point sur la connaissance, donc effectivement, il y a pas mal de communautés d'observateurs avec des différents types d'interactions. Donc, rappeler simplement aussi pourquoi on fait appel finalement aux non-chercheurs, hein, donc, comme le résumait Frédéric Schluss récemment. Il y a l'aspect compétence, compétence naturaliste, la reconnaissance des oiseaux. Beaucoup de professionnels qui analysent des oiseaux en fait, ne sont pas capables de reconnaître les oiseaux dans la nature. Donc là, il y a vraiment complémentarité entre différents types de savoirs. Il peut y avoir des contraintes d'accès. Hein, ce n'est pas toujours facile d'accéder à certains sites. Donc là aussi, effectivement, le public peut avoir des particularités, des spécificités pour le faire. Il y a le coût, évidemment. Hein, le coût, très clairement, ça ne serait pas possible avec des fonctionnaires, en tout cas dans l'état actuel des choses. Et puis, donc, nous essayons d'organiser, donc ça j'insiste, hein, c'est des communautés, des réseaux, nous essayons de stimuler l'organisation collective, parce que l'auto-organisation stimule, enfin il y a de l'émulation, il y a de l'organisation. Donc par exemple sur le suivi photographique des insectes pollinisateurs, il y a maintenant une communauté qui s'organise. Alors il y a un exemple que je voulais prendre, notamment, donc sur les chauves-souris, en fait nous avons ce qui s'appelle donc des sonographes, hein, pour suivre les sons des chauves-souris. Et donc ça c'est un sonographe qui a été produit par un des observateurs qui participent, donc il est électronicien de son état, et donc il a produit donc cette chose-là. En fait, elle coûte 10 fois moins cher, elle est 20 fois plus puissante que ce qui existe dans le commerce. Elle est 3 fois moins lourde. Voilà.
Et donc actuellement, donc cet électronicien maintenant fait le tour de France dans les Fab Labs, et tous ceux qui veulent effectivement avoir leur sonographe beaucoup moins cher et beaucoup plus puissant, eh bien, viennent avec les composants, donc ils achètent les composants et à ce moment-là, ils les montent dans le Fab Lab. Donc voilà, un type d'organisation collective. Donc vous voyez, mise en œuvre, résonance collective entre les compétences et compétences et organisation collective, hein, quelque chose qui est très important dans cette histoire. Voilà, donc je vais passer maintenant au deuxième volet de mon exposé qui concerne l'innovation. L'innovation. Donc l'innovation, elle est très importante dans le domaine des sciences de l'environnement. Comment on va faire pour que les innovations, effectivement, participent à la diminution de l'impact environnemental des humains? Vous savez sans doute qu'actuellement, l'impact environnemental continue à augmenter. Donc de ce point de vue-là, sur l'innovation, donc ça je résume à ce qui était proposé, donc c'est un article récent dans PNAS qui essaie d'expliquer comment finalement l'innovation se déployait avec cette étape, hein, de l'invention, adoption initiale, production, adaptation jusqu'à l'usage généralisé. Donc par rapport à ça, à chaque étape se posent des questions qui sont extrêmement complexes, où on a besoin de démultiplication des efforts de recherche, hein, notamment tout ce qui concerne les innovations qui sont utilisées par les humains, par les citoyens. Donc à partir de là, les questions, elles sont multiples. Et là, très clairement, effectivement, les chercheurs ne sont pas suffisants pour envisager les différentes questions. Un autre aspect, c'est que souvent, les citoyens ne sont consultés, et plutôt de manière passive, seulement lorsqu'on arrive à l'usage généralisé, et que si on anticipait sur les différentes étapes, finalement, de déploiement des technologies, très clairement, on gagnerait sans doute beaucoup, justement, dans l'appropriation, hein, donc l'appropriation des technologies, des innovations, c'est quelque chose qui est fondamental par la société. Et de ce point de vue-là, la recherche participative a sans doute un certain nombre de choses à apporter. Voilà. Alors sur cette appropriation et aussi ce que peut apporter la recherche participative et que peut pas apporter la recherche classique, il y a un exemple sans doute qui est le cas de l'agroécologie. L'agroécologie, alors comment ça se passe? C'est un nouveau type d'agriculture qui utilise beaucoup plus l'écologie. Et là, pour expliquer les perspectives et pourquoi la recherche participative est importante, je vous présenterai dans ce cas-là. Là, vous voyez, c'est de la production de fraises agriculture biologique avec deux situations en Californie. À gauche, vous êtes dans des parcelles standardisées, donc on n'est vraiment clairement pas dans les spécifications de l'agroécologie. Dans ce cas-là, oui, étant donné qu'on est dans la standardisation, la recherche classique avec des plateformes d'essai organisées par les professionnels, ça fonctionne parfaitement. Il n'y a pas besoin de citoyens, d'agriculteurs qui soient participatifs. Par contre, dans le schéma de droite, vous voyez, dans l'agroécologie, en fait, ce qui se passe, c'est que le contexte est très différent. Vous voyez, d'une exploitation à l'autre, eh bien, le paysage agricole ne va pas être le même. Et donc, la mise en place des innovations agroécologiques, elle est beaucoup plus complexe, étant donné qu'il faut faire l'inventaire de l'ensemble des facteurs environnementaux qui varient. Et à partir de là, la participation des agriculteurs et avec leur savoir, elle est totalement indispensable. Donc il faut effectivement organiser des plateformes d'innovation participative. Alors, on n'est pas les premiers à y penser, hein. La multinationale Bayer organise déjà des plateformes d'innovation participative. L'INRA a elle-même ses plateformes d'innovation participative. Et le muséum aussi commence à partir de ce qui s'appelle l'Observatoire agricole de la biodiversité, qui est un observatoire où ce sont les agriculteurs, en fait, hein, qui observent la biodiversité, de développer effectivement cette plateforme d'innovation participative sur l'agroécologie, sachant que dans les agriculteurs, il y a des compétences, des savoirs, des aspirations qui sont variables et qu'effectivement, selon les agriculteurs, certains préféreront travailler plutôt en interaction avec Bayer, avec l'INRA, avec le muséum. Il y a de la place aussi, et la diversité des plateformes d'innovation participative est sans doute aussi une dimension qui est importante. Alors, je ferai un point à nouveau, alors sur un point qui est un peu commun au thème de la connaissance et au thème des technologies, et au thème suivant aussi, c'est ce qui concerne les savoirs, les différents savoirs. Alors, les différents savoirs, je vais commencer par la partie qui est la plus simple pour nous, qui est la partie des savoirs que j'ai qualifiés d'universitaires. Savoir universitaire, c'est déjà pas simple, hein. C'est-à-dire qu'il y a les savoirs des sciences de la nature, les savoirs des sciences humaines et sociales, et par rapport à ça, vous avez maintenant les sciences de l'environnement, hein, qui émergent autour du climat, de la biodiversité notamment, dont le statut épistémique est un peu incertain. Ce qui se passe dans les sciences de l'environnement, quand même, c'est que la méthode expérimentale chère aux sciences de la nature, souvent, elle n'est pas utilisable. Le réchauffement climatique en double aveugle, ça va être difficile quand même. Donc, de ce point de vue-là, très clairement, on a beaucoup moins d'expérimentation possible dans le domaine des sciences de l'environnement. Inversement, la réflexivité qui est fondamentale en sciences humaines et sociales, c'est quelque chose qui est fondamental pour les sciences de l'environnement. Donc, de ce point de vue-là, dans les valeurs, dans l'épistémique, les sciences de l'environnement sont un peu... Oui, il y a un type de savoir qui se développe, qui est hybride et qui est sans doute original par rapport aux deux autres types de sciences. Et puis, l'autre complexité que pose la recherche participative, ce sont tous les savoirs non universitaires qui existent. Vous avez ce qu'ils appellent les savoirs vernaculaires, pratiques, dont je viens de parler à propos des agriculteurs.
Vous avez ce qui s'appelle les savoirs locaux, qui est cher aux anthropologues. Les peuples indigènes, les tribus, ont des savoirs très particuliers. Philippe Descola en parle beaucoup à propos de la diversité des relations avec la nature des peuples locaux. Et puis, vous avez les savoirs naturalistes dont j'ai parlé à propos des bagueurs d'oiseaux. Voilà, il y a des chevauchements entre ces différents types de savoirs. Une des choses qui est importante, c'est que tous ces savoirs progressent. Ce ne sont pas des savoirs inertes. Ils progressent notamment à travers l'hybridation, et que les chercheurs n'ont pas le monopole. Alors, ce que Charles Taylor, philosophe, parlait à l'origine des Lumières, ce qu'on appelle la raison autonome et désengagée. La raison autonome et désengagée, elle n'existe pas que chez les chercheurs. Dans ces savoirs aussi, il y a des tentatives, même si effectivement, il n'y a pas cette mise... la raison autonome et désengagée n'est pas utilisée de manière aussi systématique et sans doute aussi efficace que dans le domaine, que dans la recherche. Mais c'est quelque chose qui est important et qui n'est pas négligé. Alors vous voyez, à travers ces différents savoirs aussi, tous les types d'interactions qui sont possibles dans la recherche participative, donc qui doit explorer effectivement ces différentes interactions. Voilà. Et donc, je terminerai par la dernière partie de mon exposé, qui est sur la science et délibération démocratique. Donc, quel apport de la recherche participative? Alors, ce qui se passe, c'est que les politiques publiques se construisent, tant bien que mal, et l'actualité récente montre bien qu'effectivement, les politiques publiques dans le domaine de l'environnement, ça n'est pas une sinécure, pour différentes raisons. Les économistes et les politistes n'ont pas pensé à tout, ce qui est logique, effectivement, ils ne sont pas omniscients. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, il y a nécessité aussi d'explorer. Et à nouveau, les chercheurs ne sont sans doute la force intellectuelle des chercheurs n'est sans doute pas suffisante parce qu'il y a tout un ensemble d'aspects qui sont extrêmement complexes à envisager. Donc là aussi, effectivement, la participation des citoyens, des organisations collectives, elle est sans doute fondamentale dans la réflexion scientifique autour des politiques publiques. Et donc ça va de la connaissance à la décision. Et on sait bien, nous sommes exposés sur la biologie de synthèse, les nanotechnologies, les algorithmes, le climat, la biodiversité, l'agriculture, tout ça sont des sujets où effectivement il y a des controverses scientifiques, et ces controverses scientifiques, elles sont appliquées, elles concernent aussi les impacts sociaux et environnementaux. Donc là, il y a vraiment nécessité d'avancer dans le domaine de la connaissance à travers la recherche. Alors, sur cet apport donc en démocratie, je commencerai par l'apport sur la connaissance. Alors là, j'ai utilisé, c'est le terme de contre-démocratie, ça c'est un terme utilisé par Pierre Rosanvallon, professeur au Collège de France, qui explique que la société civile exerce en fait un pouvoir démocratique à travers la surveillance des politiques, de ce que fait effectivement le pouvoir politique. Donc là, vous avez typiquement ce qui se développe, alors là, c'est à Sorbonne Université, la surveillance de la qualité de l'air, qui existe. Donc spontanément, les citoyens, effectivement, assez facilement, sont preneurs, effectivement, de protocoles qui permettent de suivre la qualité de l'air, avec des résultats originaux. Nature en parlait récemment à propos d'un dispositif qui, je crois, existe. Je crois que c'est en Belgique, il me semble. Donc là, il y a des données scientifiques qui sortent, avec une motivation forte des chercheurs. L'autre aspect que nous-mêmes, nous connaissons bien au muséum, ça concerne le devenir des oiseaux communs. Donc là, il y a un rôle institutionnel de la recherche participative, le devenir des oiseaux communs, qui montre que notamment les oiseaux communs dans les espaces agricoles se portent très mal, beaucoup plus mal que dans les autres espaces. C'est un des 12 indicateurs de développement durable de l'Union européenne, et cet indicateur ne peut être renseigné que grâce au dispositif de sciences participatives, grâce à la recherche participative. Les professionnels, à nouveau, n'ont pas les moyens de renseigner cet indicateur. Voilà, dans la connaissance de l'état de l'environnement et qui, justement... détermine en partie les politiques publiques. Là, il y a effectivement une recherche participative qui est centrale. Alors, récemment, le consortium EUMON avait étudié quelles étaient les motivations des citoyens pour s'inscrire dans le dispositif de suivi de la biodiversité, de la recherche participative qu'on propose. Une des choses qui est importante à bien retenir, c'est que l'intérêt purement scientifique, c'est une minorité de la motivation. C'est-à-dire que la majorité des participants, en fait, sont intéressés par les questions de gestion des écosystèmes, de suivi des lois environnementales. C'est une motivation très importante dans leur inscription dans les dispositifs de recherche participative. Voilà. Et donc, sur cette recherche participative et la démocratie, je terminerai par une dernière chose, qui est l'idée, c'est de proposer de futurs possibles, des scénarios. Donc, de ce point de vue-là, il y a la théorie de la décision. Donc, notamment, vous avez Amartya Sen, ça correspond au prix Nobel d'économie, qui remarquait que ce qui est fondamental, en fait, notamment en démocratie, c'est que pour aboutir à de bonnes décisions, c'est d'une part, il faut une multiplicité des dimensions qui sont envisagées dans chacune des options et une multiplicité des options. Voilà. Et donc là, parce que ça permet la négociation, l'amélioration des options, et évidemment, à nouveau, le leitmotiv, c'est que la force des chercheurs, elle n'est sans doute pas suffisante pour explorer toutes les dimensions et puis diversifier les options. Donc là aussi, la démultiplication et l'organisation collective qu'offre la recherche participative, c'est un enjeu fondamental pour la démocratie. Voilà. Donc je terminerai par deux conclusions.
Deux conclusions, c'est que les sciences de l'environnement, peut-être qu'une originalité, c'est le flux très important, donc ça c'était souligné dans le PNAS récemment, c'est le flux très important qui existe entre le connaître et le faire. On est dans une crise climatique, une crise de la biodiversité, donc de toute façon les climatologues et la biodiversité, et les gens qui travaillent sur la biodiversité ne se contentent pas de la connaissance. Très clairement, le faire, qu'est-ce que l'on fait par rapport à ces crises, c'est une problématique très importante dans les sciences de l'environnement. Et de ce point de vue-là, donc là, quand j'ai parlé d'innovation, la contribution à la démocratie, c'est évidemment fondamental pour les sciences de l'environnement. Je pense que de plus en plus pour les scientifiques, pour les chercheurs, cette relation forte entre le connaître et le faire, elle est très importante. Et donc je terminerai par 4 recommandations. L'importance de la synergie des savoirs. Il y a différents types de savoirs, ça c'est important. Les communautés de participants, c'est important de favoriser l'organisation collective, l'auto-organisation. Les plateformes d'innovation participative, ça aussi c'est tout à fait fondamental, favoriser les plateformes d'innovation participative. Et puis je terminerai, je l'ai souligné en rouge, parce que ça me frappe parfois, François l'a un peu dit, c'est surtout éviter le surplomb. C'est-à-dire qu'effectivement, les observateurs, je ne l'ai pas dit réclament, mais le dialogue d'égal à égal, il est important. C'est-à-dire qu'eux apportent des choses que nous ne pouvons pas apporter. Et donc là, évidemment, le surplomb, bon, ça plombe, voilà, ça plombe les dispositifs de recherche participative. Voilà, et j'en resterai là. Merci.